Bonsoir, merci de regarder votre émission Dites-moi tout docteur à travers la première chaîne de télévision nationale. Chaque dimanche, nous vous proposons des thématiques et des sujets d'actualité et aujourd'hui, on ne déroge pas à cette règle. Vendredi 9 mars dernier, la Guinée, à l'instar des autres pays du monde, a célébré la journée mondiale des reins. L'occasion est mise à profit pour dégager des priorités afin de minimiser les cas chroniques via le dépistage précoce, la sensibilisation, entre autres. Docteur Barry Kadiatou Bobo, nephrologue en formation, est notre invité de ce dimanche, et professeur Mohamed Lamine Kaba, tous sur ce plateau pour nous parler en rétrospective la journée du 9 mars. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, docteur Barry, merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur professeur Mohamed Lamine Kaba, bonsoir également d'avoir tous accepté notre invitation de répondre à nos questions. Certainement, les téléspectateurs vont vous appeler sur un numéro spécial pour vous poser des questions. C'est la deuxième partie de l'émission. Et nous revenons sur ce plateau juste après ceci. Retour sur le plateau de Dites-moi tout docteur, quelques minutes donc aujourd'hui pour parler en rétrospective la journée internationale mondiale des reins qui s'est déroulée le 9 mars dernier. Docteur Barry, vous allez nous rappeler donc le thème qui a été retenu pour cette journée. Bonsoir, Madame Sisseko. Nous vous remercions vraiment des efforts que vous fournissez avec l'émission Dites-moi tout, docteur. Et je remercie également les téléspectateurs et mes sincères remerciements à mes chers maîtres qui m'ont associé à cette émission. Mais je commencerai d'abord par souhaiter bonne fête à toutes les femmes. Vous m'avez dit aussi, hein? Je devrais le faire, mais je vais me rattraper. D'accord. Donc, la journée mondiale du rein, en fait, est célébrée depuis 2006. Et la date, c'est à la date du deuxième jeudi de chaque mois de mars. Donc, le thème retenu cette année, c'est le rein et la santé de la femme. D'accord, c'était le thème retenu. Retenu, oui. Le rein. Et la santé de la femme. Et la santé de la femme. Alors, en général, les journées mondiales sont célébrées à Conakry, mais cette fois-ci, on a remarqué que les services, certains services ont délocalisé les journées pour aller à l'intérieur, être plus près de la population. Est-ce que l'on peut savoir quelles sont les régions bénéficiaires de cette journée unique, car c'est une fois que ça se passe dans l'année. Au fait, la semaine de la journée mondiale du rein, la semaine a pour objectif d'informer, de sensibiliser la population sur la prévention et de faire également un dépistage. Donc, nous nous sommes dit cette année, pourquoi ne pas délocaliser et aller un peu à l'intérieur du pays. Donc, nous sommes partis à Kindia, la ville de Kindia. Nous avons également effectué un dépistage de masse, un dépistage gratuit de masse sur la maladie rénale. D'accord. Pourquoi Kindia? Pourquoi Kindia? Au fait, c'est parce que c'est la première région. La plus proche peut-être? La plus proche de Conakry. Et donc, nous avons commencé par elle, mais c'est prévu pour les autres. D'accord. Ouais. Professeur, vous pouvez revenir un peu sur ça. Pourquoi vous avez choisi cette année Kindia? Pourquoi pas Zéro-Kouré? Pourquoi pas la baie? Bonjour à vous et à tous les téléspectateurs et merci pour l'invitation. Kindia, tout simplement parce que depuis 2008, on a commencé l'atelier de formation des généralistes, des médecins généralistes par Kindia jusqu'à Zéro-Kouré. Donc les unités de néphrologie également, c'était dans cet ordre et donc on a dit aussi le dépistage
On a commencé, mais soyez rassurés que nous comptons couvrir toute l'étendue du territoire national, au moins les grandes régions d'abord naturelles, les capitales des grandes régions naturelles, ensuite les 8 régions sanitaires et dans un premier temps. D'accord. Nous allons revenir largement sur cette journée, mais avant, nous allons suivre un reportage de Marouf Ba de la rédaction politique du journal télévisé, rendu en studio par Hadiatou Bari. Les reins, un organe crucial pour l'organisme humain. Il se situe sous les côtes, de part et d'autre de la colonne vertébrale et non dans le bas du dos, comme le laissent croire de nombreuses expressions populaires. Cet organe assure la filtration du sang et l'évacuation via l'urine des déchets du corps. Cependant, avec l'hypertension artérielle et le diabète, 2 pathologies très courantes, cet organe se retrouve souvent affaibli, l'empêchant de jouir son rôle, d'où l'insuffisance rénale. Chez nous, les 10 dernières années, la première cause, c'est l'hypertension artérielle. C'est-à-dire que les personnes qui ont des pressions artérielles très élevées, plus que les chiffres autorisés par l'Organisation mondiale de la santé, courent un risque de maladie rénale et c'est la première cause en Afrique subsaharienne. Donc, il n'est pas dit que tout hypertendu aura un problème de rein. C'est lorsque cette maladie n'est pas maîtrisée. Lorsque l'hypertendu ne respecte pas son régime, ne prend pas ses médicaments, il court le risque de développer des complications parmi lesquelles il y a maladie rénale. Donc, une maladie rénale à son degré ultime, on dit insuffisance rénale chronique. Donc, la première cause ici, actuellement, en Afrique subsaharienne, c'est l'hypertension artérielle. Au Centre national d'hémodialyse de l'hôpital national d'Onka, les patients souffrant de complications rénales chroniques se comptent en centaines. Opérationnel depuis les années 2000, avec une quinzaine de machines appelées NIFO hémodialyse, les patients bénéficient de traitements à vie. Enseignant, Sori Kokura Diallo souffre de l'insuffisance rénale depuis 6 mois. Mais avec ce traitement, l'espoir pour ce sexagénaire est permis. Bon, il y a beaucoup de mieux, parce que j'en ai vraiment souffert. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Avec les dialyses, je me sens beaucoup mieux. Alhamdulillah. Oui, le traitement est gratuit. Je suis pris en charge. Il y a un taux qu'on paye, mais qui est insignificatif par rapport au centre privé. Dans ce centre, les patients sont passés de 30 à 35. Avec la subvention de l'État, la prise en charge de cette pathologie se fait sentir. À cause de l'extension du service, 15 autres appareils sont en attente d'être installés. Si vous avez vu, c'est un traitement très coûteux, ce qu'on appelle épuration extra-rénale. Ça veut dire que de façon artificielle, ce n'est plus le rein naturel. Une machine arrive à faire ce travail. Cette procédure s'appelle hémodialyse ou dialyse péritonéale. En fait, c'est l'épuration, mais cette fois-ci artificielle, épuration extra-rénale. C'est très coûteux parce que quand le sang du malade, du patient qui a une insuffisance rénale, qui a besoin de se faire ce traitement, quand son sang passe et que le sang est nettoyé, le sang propre lui revient. Après la séance de 4 heures, partout où le sang de ce patient est passé, il faut jeter, incinérer. Donc c'est usage unique. Et tout ce qu'on jette là, c'est un minimum d'1 million chaque fois. Minimum 900 000, 1 million. Payer ça chaque fois, c'est très difficile. Et si vous partez encore à l'étranger, c'est encore plus cher. Donc ce qui fait que le malade, avec la subvention de l'État guinéen, le malade ne paye que 25 000 francs guinéens pour chaque séance. En Guinée, aucune statistique nationale officielle concernant l'insuffisance rénale n'est disponible. Seuls quelques centres hospitaliers ont leurs propres chiffres. Mais sur le plan mondial, un adulte sur 10 souffre d'une affection rénale, soit près de 600 millions de personnes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, des millions de personnes décèdent prématurément d'insuffisance rénale chronique en raison du diagnostic tardif et des complications cardiovasculaires qui lui sont associées.
donc sur le plateau, docteur Barry Kaguetou, vous êtes notre invité d'honneur. Hein? Le mois de mars oblige, et puis je suis le professeur Kaba qui nous accompagne sur ce plateau. Nous avons regardé ensemble ce élément de reportage de la rédaction politique rendu en studio par Adiatou Barry. Quelle lecture faites-vous par rapport, en fait, vous êtes encore l'acteur principal dans le reportage. Professeur, quelle lecture faites-vous par rapport à ce que nous venons de regarder? D'abord, toutes mes félicitations pour ces jeunes journalistes qui ont fait un travail formidable. La première impression, c'est de dire que quand on dit rein, souvent, ce sont des maladies qui ne font pas mal. Quand on dit maladie rénale, ça ne fait pas mal du tout. Donc la plupart des patients qui viennent souvent nous voir, quand ils disent qu'ils ont un mal de dos, etc., vous verrez que sur 10 qui viennent, le rein dont nous parlons, difficilement vous aurez une personne ou deux. Alors, comment est-ce que vous expliquez quand on parle de rein, au lieu de penser à ces deux organes qui sont situés de part et d'autre dans le corps, on pense à la hanche, on parle d'autres choses. Comment est-ce que vous parvenez, vous, docteur Barry, à expliquer à ces personnes qui ne connaissent pas ce que c'est que la maladie rénale, comment est-ce que vous expliquez, ou bien vous faites le dépistage directement pour les soutiens et vous soutiez vous en tant que médecin? D'abord, on les met en confiance. Quand ils viennent, on dit souvent les reins ne font pas mal. On dit toutes ces personnes que vous voyez qui sont en train d'être traitées par le rein artificiel n'ont jamais eu mal toute leur vie. Ce sont des maladies chroniques qui détruisent à bas bruit sans aucune manifestation. On ne se plaint pas du tout dans la majeure partie des cas. Et pour dire qu'on a un problème de rein, on arrive à leur dire il faut une prise de sang. Est-ce que vous avez fait une prise de sang qui vous montre que le marqueur du fonctionnement des reins est perturbé? Ils disent non. J'ai dit commençons par ça. Et finalement, dans la majeure partie des cas, ce sont des douleurs liées soit aux muscles, soit aux nerfs, soit aux articulations, aux os, etc. Deuxième élément, toujours en parlant de ce reportage, ces maladies chroniques silencieuses, c'est pour ça d'ailleurs l'attention a été attirée au niveau de la communauté internationale. Quand on a vu qu'il n'y avait pas de journée mondiale du rein et que ces affections montent en fréquence, non seulement le nombre de malades augmente, et d'année en année, ça ne fait qu'augmenter. Donc il y a beaucoup de victimes, beaucoup de handicaps, et sur le plan économique, on a vu que ça pèse. Beaucoup. C'est énorme, c'est énorme. Donc ils ont décidé maintenant d'attirer l'attention pour que l'accent soit mis cette fois-ci, pas sur le traitement, parce que tous les pays, même industrialisés, ils ont essayé, il y a des déficits partout. Si on continue à traiter, on ne pourra jamais s'en sortir. Essayons de prévenir. C'est la meilleure solution d'ailleurs. Voilà, donc tous qui ont des reins en bon état, il faut éviter d'être malades, et tous qui sont malades, d'autres maladies qui vont entraîner des complications rénales. On a vu dans ce reportage que chez nous, en Afrique subsaharienne, c'est l'hypertension artérielle, mais il y a d'autres causes. Donc il faudrait que ces causes-là soient maîtrisées pour ne pas qu'on arrive à ce stade qui va nécessiter des moyens très élevés et des dépenses très très énormes pour les gouvernements. Alors, pour permettre à toute la population ou bien à un grand nombre de se faire, d'aller à l'hôpital, est-ce que la consultation ne coûte pas? Pas du tout. Chez nous, dans notre centre, Dr Kaguetou peut confirmer, les démunis sont vus gratuitement par tout le monde. Le personnel de santé aussi est vu gratuitement. Maintenant, les personnes qui ont les possibilités de payer les consultations, ils vont à la secrétaire. Il y a des tarifs selon les grades des prestataires. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas le problème de payer ou pas. Les gens ne viennent pas spontanément chez nous pour un problème de rein. C'est pour ça qu'on a commencé depuis 2008 à former beaucoup de généralistes. Parce que le problème de rein se découvre au cours d'autres choses. On ne vient pas spontanément pour un problème de rein. Ce qui fait que les autres médecins doivent être bien avertis. Chaque fois que vous suivez quelqu'un qui est diabétique, qui est hypertendu, qui est drépanocytaire, qui a une infection à VIH, qui a autre chose, il faut toujours demander un examen permettant de se rassurer si les reins fonctionnent bien ou pas. Alors, docteur Barry, vous avez dit tout à l'heure, vous avez commencé
la campagne pendant la journée à Kindia, est-ce qu'il y a eu l'engouement? Les gens sont venus se faire dépister? Là, je dirais que ce n'est pas quand même à la hauteur de votre attente. Oui, parce qu'il faut le dire comme ça. On s'attendait vraiment à dépister une majorité de personnes dans la population, mais pratiquement, nos objectifs quand même sont atteints dans le cadre du dépistage, mais on ne s'attendait pas à ça. On ne sait pas si c'est l'information qui n'est pas... Justement, j'en venais. Est-ce qu'il y a eu communication avant la journée pour permettre aux Kindiaka de se préparer à cette campagne, à cette journée, disons? Oui, il y a eu communication 2 semaines de la journée à la radio rurale de Kindia. Il y a eu des communiqués qui sont passés. Mais le problème, c'est que nous nous sommes dit que peut-être qu'on allait faire des communications de porte à porte, peut-être, ça allait mieux rapporter, parce que nous avons compris que l'information n'est pas passée. Les centres là où les chefs de quartier ont pris la peine d'informer, dans les mosquées, il y a eu plus d'engouement que les autres centres là où il n'y a pas eu d'information. La communication est passée dans la langue Dans la langue soso. Dans les différentes langues? Oui. Voilà. Surtout la langue soso. D'accord. Oui. Mais il n'y a pas eu d'engouement. Alors, je crois que l'année prochaine, on va encore continuer à Kindia pour passer plus de messages avant et pour permettre aux gens de se faire dépister. En plus, c'est gratuit. Oui, c'est professeur, je commencerai par vous avant docteur Barry. Quelles sont aujourd'hui les grandes priorités du centre d'hémodialyse de Donka? Le centre d'hémodialyse de Donka a dans ses activités la formation continue initiale des étudiants, du personnel. Il y a le traitement que vous avez vu tout à l'heure, il y a les autres traitements aussi de l'insuffisance rénale aiguë chronique. Il y a également la gestion des problèmes de médecine interne, de néphrologie. Et donc, vu que sur le plan des ressources humaines, on a quand même franchi un pas important, à ce jour, nous avons 4 assistants spécialistes. Dr Kadiatou fait partie d'une promotion de 8 néphrologues que prochainement la Guinée aura sur son sol, formés sur place. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Et sur place, on a fait venir quelques enseignants pour les premières leçons de sciences fondamentales, parce qu'en Guinée, on n'a pas de professeurs dans les sciences comme vous appelez par exemple anatomie, physiologie, il n'y en a pas. Et ensuite, les paramédicaux, là, nous les formons. Pour vous donner une idée, les années 2000, il n'y avait que 2 infirmières qui savaient ce que c'était la dialyse. Aujourd'hui, on en a une dizaine, proche de 20, formés. On a des techniciens du biomédical qui s'occupent des machines de dialyse et du traitement d'eau. On a également des hygiénistes, etc. Donc, ce qui va rester maintenant, c'est d'étendre un peu les activités, l'extension de ce centre, mais ça ne suffira pas. Il faudrait qu'on rapproche maintenant les soins vers la population. Justement, donc il faut la décentralisation. Voilà, docteur Barry, vous allez répondre à cette question. Kindia, est-ce que le centre de néphrologie est déjà... le grand centre, c'est à Conakry. Est-ce que vous êtes représenté à l'intérieur pour les soins d'urgence au lieu de venir directement à Conakry? C'est le seul centre, nous connaissons. Hein? Est-ce que vous êtes représenté là-bas? Oui, il y a un service. Il y a un médecin qui a été formé au cours de l'atelier de formation, comme le professeur l'a dit, en 2006. Donc il y a une unité. En fait, c'est une unité de néphrologie. Donc, c'est pas un service? C'est pas un service, c'est une unité de néphrologie au sein de l'hôpital régional de Kindia. Donc, il prodigue les premiers soins et s'il trouve que vraiment ça nécessite d'être référé, il réfère les malades le plus souvent. D'accord. Professeur Barry, aujourd'hui, quelles sont les perspectives pour le centre?
Bon, il y a une grande rénovation, c'est déjà un coup de soulagement, un ouf de soulagement, mais quelles sont les perspectives quelles sont les perspectives du centre? Dans ce centre, le premier résultat, ça sera déjà l'augmentation de notre capacité d'accueil. Donc, dans le reportage, j'ai vu actuellement 135, nous allons multiplier ce chiffre par 2 ou 3. Après la rénovation? Après l'installation. Tout est là déjà. Tout est là. Le bâtiment est fini, le contenu est là. Après l'installation. Et en plus, nous allons renforcer nos techniques de diagnostic. Et quand vous prenez actuellement ici ce qu'on appelle la biopsie rénale, c'est-à-dire quand quelqu'un a une maladie rénale, il n'a pas d'insuffisance rénale encore, il a juste de l'albumine dans les urines. Vous piquez le rein pour analyser au laboratoire. Nous n'avons pas encore dans notre pays quelqu'un capable d'examiner ce prélèvement pour vous. Vous êtes obligé de l'envoyer à l'extérieur. Donc l'objectif sera de former quelqu'un déjà pour cela et intensifier. Nous allons déjà commencer à intensifier cette activité envoyée à l'extérieur, mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse à la longue faire cette lecture sur place. Les dialysés, ils ont besoin d'un abord vasculaire. Vous avez vu tout à l'heure, le sang passe dans une machine. Donc, pour que le corps soit relié à cette machine... Dans un petit tuyau, voilà. Qui dans une boule, hein, voilà. Et ça traverse un petit tuyau, ça passe dans le corps et puis ça fait le tour. Ça revient. Donc, le patient est relié par un dispositif qu'on appelle fistule artério-veineuse qui est créé en reliant une artère à une veine. C'est vrai qu'il y a eu quelques chirurgiens formés, mais on n'a pas une équipe pour pérenniser cette activité. Donc on est obligé de faire venir des compétences de l'extérieur ou nos patients prennent l'avion pour aller faire. Donc nous voulons que ces activités se déroulent sur place. Et pour les enfants, nous n'avons pas de possibilité de traiter actuellement un enfant qui a une insuffisance rénale aiguë ou chronique qui a besoin de dialyse. Donc la dialyse péritonéale pourrait être développée. Et la formation aussi, nous avons vraiment un cadre pour la formation du personnel. En second lieu, après ce centre, c'est de faire la décentralisation comme je vous ai dit, les ressources humaines étant disponibles, donc ça sera juste l'accompagnement en matériel et infrastructure. Et puis après, il y a la recherche qu'on pourra développer puisque le nombre de néphrologues sera quand même important. Et on pourra accueillir également un grand nombre d'étudiants et les former, etc. D'accord. Docteur Barry, je reviens toujours à vous. On a parlé qu'il y a une unité et dans les autres grandes villes de la République. Oui, il y a des unités. Il y a des unités dans les grandes régions. Au fait, au cours de la Journée mondiale du rein, ils ont commencé par des formations. Donc, il y a des unités de Kindia jusqu'à Zérékoré. Oui, il y a une unité de néphrologie. Ouais. Vous allez reprendre la question avant, professeur Kaba. La prise en charge, ça a été dit dans le reportage, reste toujours coûteuse malgré la subvention de l'État, mais nous pensons ici aux plus pauvres. Que faut-il faire pour mettre en place un mécanisme pour aider, renforcer, soulager davantage les plus démunis, docteur Barry? Okay. Je pense que là, il faut un accompagnement. Il faut un accompagnement. Mais l'État vous accompagne, peut-être les personnes de bonne volonté? Non, de l'État surtout. Hein. Parce que là, c'est un peu difficile. Nous, tout ce que nous faisons pour les démunis actuellement, nous offrons la dialyse. Mais ça se trouve le plus souvent, le centre est à Conakry et il y a des gens qui viennent de l'intérieur. Voilà. Et c'est là où il y a le problème. Parce que nous ne pouvons qu'offrir la dialyse. Mais il faudrait que la famille prenne en charge le logement, le reste. Donc, et ça devient un peu compliqué. Ça devient un peu compliqué. Le professeur, vous en dites quoi? Oui, ce qu'elle a dit, le transport. Il y a des personnes, quand vous dites, avec la subvention de l'État, le ministère accorde la gratuité de la séance. Mais il y a des personnes qui nous disent, le logement où je suis, je ne suis plus dans ma localité. Et même un fonctionnaire, il dit, mon salaire ne suffit plus, je deviens démuni.
Le transport aller-retour de là où je loge au centre 2 fois ou 3 fois par semaine, je ne peux pas. Assurer ma nourriture, d'autres. En plus, ils ont un d'autres frais. régime. Ils n'ont pas un régime spécial. Ils ont un régime. Mais avec la dialyse, ils doivent juste réduire la quantité d'eau et de sel, mais le reste est un peu plus permis que quand ils ne sont pas en dialyse. Professeur, ici, vous n'avez pas envie de faire passer un message aux personnes de bon, parce que l'État quand même fait quelque chose pour, comme subvention pour les malades rénaux, n'est-ce pas? Vous avez dit 80%. En tout cas, sur les 1 million, l'État donne quelque chose comme contribution pour aider. 98%. Voilà, pour aider les 97, malades. 98. Le reste, c'est le malade qui doit payer. Puis, il se trouve que le malade n'arrive même pas à s'acquitter de ce qu'on lui demande, les 25 000 francs. Oui. Ça devient encore plus cher quand il y a le logement à payer, la nourriture, tout. Il n'est pas à Conakry, les parents ne sont pas là. Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous vous organisez pour qu'ils soient là et qu'ils suivent les traitements? Là, c'est difficile. Comme elle l'a dit, ça, c'est le niveau de pauvreté générale qui n'est pas commun à notre pays. Quand il y a la pauvreté, on voit l'un des endroits où on se rend compte de la pauvreté, c'est par exemple l'hôpital. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait une prise en charge complète, comme elle a dit. Il faudrait d'abord qu'il y ait un bon traitement de base. Si par exemple un fonctionnaire a une assurance, il n'a pas de souci à se faire, le reste sera de l'économie. Mais s'il met tout dans sa santé, c'est très compliqué. Un hypertendu, on a dit tout à l'heure, c'est un traitement à vie. Le moment qu'il arrive en dialyse, ça peut être 20 ans, 30 ans. Ça trouvera qu'il n'a plus rien. Il a tout mis dans les médicaments, dans les examens. Donc ces maladies chroniques, il faut vraiment une prise en charge complète. Qu'on n'ait pas à payer et les examens et les médicaments. Il faut l'assurance, couverture maladie pour tout le monde. Ça, il faut des volontés, ça commence, mais il faudrait que ça soit une réalité. Le reste après, les conditions de vie améliorées, parce que la santé, ce n'est pas seulement la maladie. La santé, c'est tout. C'est le stress, c'est la circulation, c'est le logement, c'est la nourriture, c'est... L'environnement en général. Général, donc... Docteur Barry Kindia, la campagne, la journée s'est passée à Kindia. Est-ce que lors de cette campagne sensibilisation, dépistage, est-ce que vous avez quand même pu, vous avez trouvé des cas, des personnes qui développent cette maladie à l'état chronique, par exemple, non? Au fait, c'est un peu difficile à dire parce que c'est une campagne de dépistage. Et pour se prononcer sur la chronicité, il faut vraiment approfondir les examens. Mais c'est bien vrai, au cours du dépistage, nous avons trouvé des anomalies. Par exemple, dans les urines des patients, nous appelons ça bandelette urinaire, donc nous avons trouvé des anomalies. Mais comme il y avait un prélèvement sanguin qui est prévu, et le résultat n'était pas disponible sur le champ, ce n'est pas comme la bandelette. Là, nous attendons après les résultats de ce prélèvement sanguin. La confirmation. Oui, la confirmation. Maintenant, si les deux coïncident à la fois, et au cours de la campagne, on a exigé qu'il y ait des contacts, je ne dirais pas des patients, mais des enquêtés, quoi. Donc, si vraiment ça se confirme, on va les appeler et leur dire d'aller au niveau de l'unité de Kindia. Maintenant, si lui, il voit que vraiment c'est nécessaire de les référer ici, après, il va les référer. Lui seul pourra assurer tout cela? Non. Docteur, quand on dit une unité, ce n'est pas une seule personne. Ah, très bien. Voilà. Donc, il y a toute une équipe voilà. qui est. Professeur, c'est l'inquiétude. Est-ce que quand il y a les résultats confirmés, est-ce que ces gens, vous avez les coordonnées de ces personnes? Oui, on a exigé. Vous les faites venir à Conakry et qu'est-ce qui va se passer? Comme elle a dit, on approfondira les examens parce que le dépistage, c'est de voir dans la population qui n'est pas malade. Et comme elle l'a dit, il faut compléter. Après le dépistage, ils sont entretenus à la fin pour donner des conseils
pour qu'ils maintiennent leur santé, et ceux qui sont découverts hypertendus, des conseils pour éviter les complications, ceux qui sont en bonne santé, des conseils pour préserver leur santé et faire des examens systématiques. Maintenant, après les analyses, parce que c'est hier nuit qu'on a déposé au laboratoire les prélèvements. C'était le vendredi, la journée? Oui, le dépistage a eu hier samedi. Ah d'accord, à Kindia. À Kindia. Ah, vous êtes trop fatigué C'est hier là. nuit qu'on a déposé, donc quand on aura les résultats, et sur les fiches, il y a toutes les coordonnées, et en quittant également, on a dit tout ce qui présentait des problèmes pouvait immédiatement voir le médecin référent de Kindia. D'accord. Docteur Paré, la journée, c'est unique, une fois par an. Est-ce que vous demandez ou vous communiquez, vous informez ou vous exigez plutôt des examens de routine pour permettre à la population de Kindia, de Conakry, des autres grandes villes, la population guinéenne en général, de la prévention, hein, de faire ces examens de routine pour éviter la phase dont on appelle phase chronique. Comme le professeur vient de le dire tout à l'heure, au cours de la campagne, il y a un entretien. Nous faisons un entretien parce que là, le problème, nous mettons l'accent sur la prévention. Et nous les entretenons par rapport aux inquiétés qui ont des facteurs de risque de développer une maladie rénale. Et nous les informons, le problème majeur que nous avons, c'est parce que la maladie rénale ne fait pas mal. Et que quand elle fait mal, c'est que c'est à un stade avancé. Donc nous leur disons que réellement, on peut détecter la maladie là qu'en faisant un bilan sanguin. D'accord? Et maintenant, nous les informons sur la nécessité au moins de faire un bilan, un check-up quoi, annuel. Voilà. Le check-up annuel, ça coûte pas. Parce que c'est ce qui fait peur à la population, la bourse, le Guinéen moyen. En général, cette maladie se développe souvent chez les personnes démunies. Voilà, c'est ça le problème. Donc, il faut qu'on mette l'accent, vous, nous et tout le monde, sur la prévention et puis informer la population, comme il a dit, professeur, les alimentations. Il faut qu'on ait un régime propre. Quand on est propre, alimentation équilibrée. Et pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Bon, ça nous éviterait beaucoup de choses. Professeur Kaba, la question préoccupante aujourd'hui, c'est à quel niveau se situe l'échelle de la recherche dans le domaine du traitement? Chez nous, le centre ne fait pas tout, n'est-ce pas? Oui. Le traitement radical, comme vous dites, c'est la transplantation. Donc il faudrait d'abord qu'on maîtrise la dialyse péritonéale dont je vous parlais et l'hémodialyse. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous, le traitement radical, c'est aller vers la transplantation. Pour l'instant, je pense qu'on y pense, hein, avec tous les jeunes qu'on est en train de former. Vous pensez qu'on peut concrétiser ça dans ce peu de temps? Parce que le centre est vraiment beau, hein? Oui, on a envie de faire la suite de tout le traitement ici. Pas tout de suite, parce que la transplantation, ce n'est pas seulement l'acte technique. On a des chirurgiens, des urologues ici. Avec nous, on peut transplanter quelqu'un même aujourd'hui, mais c'est pas ça. C'est pas ça, non. Il y a même des textes de loi qu'il faut avoir d'abord pour le don d'organes. On a beaucoup de problèmes. Comment on va contrôler les trafics d'organes? Il y a tout cela. Il faut qu'il y ait des textes de loi. Il faut deuxièmement qu'il y ait des laboratoires pour dire d'abord qui peut recevoir l'organe de tel ou tel. Il n'y a pas ça encore. Quand un transplanté fait une complication comme une fièvre, les virus qu'on cherche, ce ne sont pas les virus que nous connaissons actuellement. C'est différent de tout cela. Parce que le transplanté, on rend son corps faible pour accepter quelque chose qu'on va amener, un étranger qu'on va amener. Donc on le rend immunodéprimé. Donc la transplantation, il y a beaucoup d'autres problèmes, sans compter les médicaments pour éviter le rejet. Et tout cela, il faut des laboratoires pharmaceutiques, qu'on arrive à fabriquer ces médicaments génériques chez nous, qu'on arrive à avoir des laboratoires d'immunologie.
tout à l'heure. C'est un processus long, hein? C'est très long parce qu'il ne faut pas le faire pour le faire. On a quelques transplantés, mais qui font ailleurs. Après une année, ils font des va-et-vient, nous les suivons ensemble. Et l'atmosphère aussi. Un transplanté avec un milieu, Pollué, un environnement comme ça, c'est très difficile. Parce qu'il est exposé à attraper des germes. Donc il y a tout ce travail à faire avant. Alors, Il le faut centre pas le est faire pour le limité faire. à quoi? Le centre, c'est d'abord la formation. Les soins intensifs vont être développés parce que nous voyons les patients à des phases tardives de la maladie. On peut les prendre ailleurs, il y aura des cabines. Nous pourrions, après cela, hospitaliser nos dialysés. Ils ne vont plus aller dans les autres services, ils auront un cadre pour cela. Le nombre va augmenter, comme je vous ai dit. Et surtout, la qualité de la dialyse. Comme dans tous les pays du monde, ils auront désormais les 12 heures de séance par semaine. Pour la question de survie actuellement et de budget, on prend beaucoup de patients, mais sans le confort. C'est comme si vous dites votre voiture est climatisée ou non climatisée. Vous irez toujours là où vous voulez aller, mais le confort, il faut les 12 heures. Ce sont les normes internationales. Donc, ils auront 3 fois 4 heures chaque patient avec les capacités d'accueil. La formation, on a le cadre, et la dialyse péritonéale, la fistule. Les cathéters tunnelisés, par exemple, on est obligé d'aller mettre dans une clinique au bloc. On pourra faire tout ça chez nous et désormais et beaucoup d'autres activités. Alors, quelle opportunité, professeur, vous offrez à ces malades qui ont déjà un donneur ici, par exemple, pour le reste de traitement, pour aller à l'extérieur? Comment est-ce que vous organisez vos malades déjà qui sont administrés chez vous? Ils ont des donneurs en famille. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très difficile parce qu'un dialysé qui se trouve ailleurs, s'il relève d'une assurance maladie du pays d'accueil, ils savent que transplanter va coûter moins cher que la dialyse. Donc s'il a des donneurs ici, c'est très facile de faire dans ce sens. Mais de l'autre sens, quelqu'un qui quitte ici pour aller faire une transplantation, il faudrait vraiment avoir tous les moyens. Et c'est très coûteux. C'est très coûteux. Ça devient coûteux, cette maladie silencieuse qui ne se manifeste généralement pas. Oui. Il faut miser sur la prévention. Professeur, je reste toujours avec vous et puis docteur Barry, parce que ici, le combat de l'OMS, c'est réduire à néant, sinon minimiser le taux de nombreuses pathologies dans le monde. Est-ce que l'on peut classer dans cette logique les malades rénaux, par exemple? Oui, les maladies rénales font partie des maladies chroniques. Depuis 2006, je vous dis, même avant cela, l'OMS a cela dans ses priorités. Et notre pays a une direction qui s'occupe des maladies chroniques. Mais comme je vous dis, ces maladies chroniques, il faut les maîtriser. Le diabète, l'hypertension, etc. Il faut les maîtriser. Ce n'est pas un problème d'urgence. Ce n'est pas comme Ebola, ce n'est pas comme VIH, des choses comme ça. Il faut les maîtriser à l'échelle individuelle. Il faudrait que le patient arrive à maîtriser son hypertension. Il y a les disciplines qu'il faut faire pour le régime, etc. Mais il faut qu'il ait accès à des médicaments moins coûteux parce que ce sont des traitements à vie. Que le diabétique ait ses médicaments, l'hypertendu, quelqu'un qui a une tuberculose, quelqu'un qui a une infection à VIH. Parce que si on ne maîtrise pas ces maladies, il peut y avoir des complications rénales. Vous, souvent, vous déconseillez la prise abusive plutôt des médicaments, parce que ça joue sur les reins. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que vous êtes en train d'expliquer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas prendre trop de maladies? Donc, il faut éviter des maladies, donc. Oui, contrôler une maladie par un traitement, ce n'est pas un problème. Vous voyez, par exemple, on vous dit prenez un comprimé matin, midi, soir, ça veut dire qu'au bout de 8 heures, le produit est éliminé déjà. D'accord. Quand on vous dit matin et soir, au bout de 12 heures, c'est éliminé. Quand on vous dit une fois par jour, c'est 24 heures. Ça, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas que les gens confondent. Vous avez une hypertension artérielle, toute la vie, prenez le médicament prescrit par votre médecin. Par contre,
quelqu'un qui s'expose à des médicaments qui ne sont pas prescrits par un médecin, parmi les médicaments, certains sont toxiques pour les reins. Les prendre de façon volontaire, permanente, dans la durée, ça expose à des intoxications qui peuvent conduire à une insuffisance rénale. C'est la 4e cause. C'est la 4e cause de mise en dialyse chez nous. Donc ça, c'est déconseillé. Il y a des médicaments simples que les gens prennent, qui sont vendus même par des vendeurs, des vendeuses un peu partout. Vous pouvez trouver ça dans les carrefours. La pharmacie par terre, il faut le dire. Hein. Oui, on dit j'ai des courbatures, j'ai des douleurs. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, il ne faut pas blaguer avec cela. Il faut les prendre vraiment pour un but bien donné et vous arrêter. Mais en prendre tous les jours, permanemment, pendant de longues années, ça expose à une intoxication. Et les reins peuvent être complètement détruits par ça. D'accord. Dans le reportage, docteur Barry, notre consoeur a dit qu'il n'y a pas de statistiques disponibles actuellement. Alors, que faut-il faire pour remédier à cela? Parce que c'est là vous vous situez. Au fait, il n'y a pas de statistiques disponibles. C'est-à-dire les statistiques que nous disposons, c'est au niveau hospitalier. Et ça ne reflète pas la population générale. Oui, ce n'est pas national. Okay. Voilà, donc là, il faudrait vraiment qu'il y ait de grandes campagnes de dépistage. Et nous, pour l'instant, nous partons par région. Et je me dis qu'à la fin, on aura les statistiques qui vont refléter un peu le niveau national. Professeur, pour enchérir ce qu'elle a dit, est-ce qu'il faut quand même une statistique pour vous permettre, vous, de savoir comment évolue la maladie? Ça régresse ou ça monte en flèche? Oui, oui. Surtout que cette maladie, elle est vraiment... oui. Elle est silencieuse. Hein, silencieuse, vraiment. Et selon les estimations, quand vous prenez le monde entier, une personne sur 10 est susceptible d'avoir un problème rénal dont nous parlons. Et toute cette population, les femmes représentent 40% à peu près. Comme Dr Barry l'a dit, après ces enquêtes au sein de la population générale, nous aurons désormais des éléments pour dire en Guinée la prévalence de l'albumine dans les urines est telle, la prévalence de l'hypertension est telle, la prévalence de l'insuffisance rénale est telle, aiguë, chronique, etc. Mais avant cela, tout ce que nous avons, ce sont des données des services de néphrologie et du centre d'hémodialyse, comme vous le savez, qui ne reflètent que cette petite partie de la population qui arrive à se déplacer jusqu'à nous. Et cette grande partie reste, ils n'ont pas eu accès même à un médecin, à plus forte raison, à un laboratoire avec une prise de sang pour voir s'il y a un problème de rein. Au début, quand on a commencé cette spécialité en Guinée, c'était un problème de diagnostic. C'était très difficile de trouver des laboratoires. Il faut saluer ça maintenant. On a quand même, dans le secteur privé, des laboratoires qui nous donnent des résultats très satisfaisants. Parce que sans diagnostic, où vous pouvez partir, c'est compliqué. Vous avez tous les signes, mais vous êtes bloqué parce que ce n'est pas confirmé. Et là, on commence à avoir vraiment de la satisfaction sur place, mais il faudrait en créer, comme vous dites, un peu partout pour que quelqu'un de son village arrive dans une ville ou au moins un hôpital régional, un laboratoire fiable qui puisse dire vous avez un problème de rein, voici son état, son stade d'évolution, etc. etc. D'accord. Docteur Barry, nous retournons encore à Kindia. Alors, qu'est-ce que l'on peut retenir de cette journée à Kindia? L'objectif, l'attente, est-ce qu'il faut encore revenir l'année prochaine pour pour faire plus de dépistage précoce? Parce que c'est ce qu'il faut quand on fait le dépistage précoce. Et ça permet de soigner rapidement, n'est-ce pas? Oui. Mais là, dire que l'année dernière, nous allons repartir à Kindia, ce n'est pas évident. Prochaine. L'année prochaine, nous allons repartir à Kindia, ce n'est pas évident. On continue donc. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut retenir donc de cette journée à Kindia? Nous dirons que vraiment,
ça a été une réussite pour nous, bien que les gens n'ont pas répondu massivement. Mais le peu de... C'est-à-dire avec l'échantillon que nous avons eu, ça peut être un peu représentatif. Donc, c'est pour cette raison, l'année prochaine, nous ne reviendrons pas à Kindia. Et nous, on peut savoir, non, on peut pas savoir. Quelle va être la région bénéficiaire? Non, là, je ne peux pour pas le moment, le dire. c'est trop tôt. On vient d'arriver, on est trop fatigué. Professeur Kaba, docteur Binta Bari, le mois de mars oblige. Est-ce que l'on peut savoir le centre d'hémodialyse ou les néphrologues? Vous êtes la seule femme en formation ou bien il y a d'autres femmes? Je suis la seule en formation en Guinée, mais il y a une autre quand même qui doit terminer, qui a fait Abidjan. D'accord. Voilà. Elle est guinéenne aussi? Oui, elle est guinéenne. Très bien. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Nous allons profiter. Vous allez faire passer un message, inviter les femmes à intégrer ce service, vraiment, et puis faire passer un message particulier à tous qui nous regardent à travers la chaîne Leader. D'accord. Et je terminerai par vous remercier d'abord, vous. Merci. Voilà, parce que sans vous, nous ne pourrons pas faire passer notre voix et nos messages. Donc, un grand merci à vous. Merci. Et mes remerciements vont également à mes chers maîtres, parce que ce sont eux, si moi je me dis aujourd'hui néphrologue en formation, c'est grâce à eux. Ils ont été les premiers. Donc, entre autres, le feu professeur Isiaga Yarouba Touré, paix à son nom, et le professeur Alpha Marba et le professeur Mohamed Lamine Kaba, ainsi que mes aînés. Et je dirais aux femmes que la néphrologie, ce n'est pas une branche aussi difficile que ça. C'est difficile. Hein? Tu sais, les femmes font tout ce qui est difficile, les filières scientifiques, techniques, les femmes. Donc, vous êtes vraiment à me féliciter et encourager aussi. D'accord, mais je leur dirais vraiment d'adhérer. Ce n'est pas aussi difficile que ça, parce que nous avons prôné l'égalité. Donc, voilà. Donc, elles n'ont qu'à vraiment adhérer. D'accord. Voilà. Alors, un message aux patients et à toute la population guinéenne. D'accord. Et là, le seul message que je pourrais faire passer aux patients, c'est d'éviter, comme l'a dit le professeur, de faire l'automédication. Surtout les médicaments traditionnels. Et d'éviter d'acheter... D'aller à la pharmacie par terre. Non, voilà, d'aller à la pharmacie par terre. Là-bas, il y a tout. Oui. Vraiment, moins coûteux et bon, je pense que ça s'arrange, mais Oui. ce n'est pas le cas. Et d'accepter vraiment de consulter. Oui. Et de ne pas vraiment faire l'automédication et d'avoir une alimentation saine. Faire de l'exercice physique, bien que c'est difficile. Très bien. Professeur, un message aux autorités, parce que vous avez besoin de subventions, vous avez besoin des personnes de bonne volonté pour améliorer les conditions de travail des néphrologues. Oui, comme elle l'a dit, ce que nous projetons l'année prochaine, c'est de couvrir les 4 régions naturelles, les plus grandes villes, essayer de faire en même temps l'année prochaine, si on a vraiment le soutien nécessaire, dans toutes ces localités pour avoir, au moins pour la première fois, une idée de l'ampleur du problème. L'assurance maladie universelle, moi je reviens sur ça, ça va nous mettre à l'abri de tous ces problèmes-là, de prise en charge diagnostique et thérapeutique. Les maladies chroniques, il faut un soutien permanent. Et beaucoup d'efforts ont été effectués, mais il faudrait que quand quelqu'un est malade, qu'il soit assuré. Moi je pense que c'est très important. Ça va mettre à l'abri de beaucoup de complications. Les retards là, pour venir à l'hôpital, c'est parce que les gens, ils ont peur, ils n'ont pas de moyens. Donc c'est très compliqué. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission, mais moi je retiens une phrase du professeur Kaba. Chers téléspectateurs, je cite, « La santé cardiovasculaire améliore la santé rénale ». Alors, si vous avez compris cette phrase, tout est dedans, tout est inclus dedans.
et de manger moins gras, moins sucré, moins salé, de faire l'exercice physique régulièrement et puis d'éviter le surpoids, l'obésité également. Autant les facteurs de risque sont là, installés, la maladie est présente et puis elle développe. Alors, d'autres complications. Alors, manger, moi je le dis tout le temps, manger moins sucré, moins salé, votre environnement, gardez le sourire. Le mois de mars, je vous ai dit que j'allais profiter du mois de mars aussi, hein, comme vous avez commencé. Et le mois de mars, donc, oblige Dr Barry, professeur Cissé, vous êtes notre invité d'honneur. Et moi, je profite pour remercier, féliciter, encourager les braves femmes, dames de Conakry et toutes les mamans. C'est la journée de la femme. Je remercie également, ou je profite de ce plateau pour faire un coucou à ma maman aussi, hein, à maman chérie. C'est une opportunité pour dire merci maman. Et je profite également pour remercier toutes les dames de la RTG. Et l'occasion est opportune pour souhaiter également à Aya Diawara qui a fêté ses 15 ans. Aya 15 ans. Et félicitations et mes encouragements. Je souhaite encore plus de 15 ans à toi. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne, qui concocte et qui réalise cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Gardez le sourire, quoi qu'il arrive. À la semaine prochaine, si Dieu le veut bien. Merci beaucoup. On reste un peu. Le sourire va combattre le stress. Ah oui.